international. Et la troisième institution qui est venue un peu plus tard, c'était pas le jour à l'issue donc de ces accords, il fallait discuter puisqu'ils n'étaient pas trop tombés d'accord sur la forme, mais après ils sont tombés d'accord sur la mise en place d'une institution qui est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, donc voici, ce sont ces trois institutions que ces pays ont mises en place pour pouvoir réguler l'économie, le financement des projets de développement, des programmes de développement de ces pays-là. Et ce n'est pas seulement de ces pays, comme je l'ai dit, la guerre, elle est économique. Et la guerre, toute guerre, c'est deux objectifs. Soit c'est une guerre de conquête, soit c'est une guerre de libération. Et ils étaient dans une guerre de conquête, et de conquête économique. Alors donc, il fallait mettre en place des institutions qui leur permettent d'avoir la même mise sur les autres parties du monde. Donc c'était l'arbre économique. Justement, c'était justement l'arbre économique qui venait d'être construite pour pouvoir dominer le monde. Donc voici un peu résumé le contexte dans lequel sont nées ces trois institutions, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI et l'OMC. D'accord. Merci bien, frère Diané, pour nous avoir donné vraiment le contexte de la naissance de ces institutions de Bretton Woods là. Sure. Alors, frère Abdourahim, est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus de la genèse qu'il vient de décrire, de l'avènement de toutes ces institutions? Donc, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanakallahumma la ilma lana illa ma allamtana, innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et vous remercions de nous avoir encore accordé notre occasion d'être avec le public et d'échanger sur un thème qui est vraiment d'actualité. C'est vrai qu'on parle des choses déjà passées, mais on parle d'actualité puisque on ressent toujours les conséquences au niveau de nos économies. Donc, il s'agit ici des institutions de Bretton Woods et les programmes d'ajustement structurel qu'on appelle les PAS. Il faut dire que les institutions même de Bretton Woods, comme il a dit, ont été créées en 1944 à Bretton Woods, c'est pourquoi on a donné le nom, avec pour objectif de reconstruire et de stabiliser l'économie mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, où on a pratiquement tout ravagé. Donc il y a eu deux principales institutions qui sont nées de cette conférence. C'est après cela que la troisième va naître. Donc, mais principalement à Bretton Woods en 1944, il y a eu la création du Fonds monétaire international qu'on appelle le FMI et la Banque mondiale. Maintenant, le FMI a pour mission d'assurer la stabilité du système économique, d'assurer la stabilité du système monétaire international en fournissant des prêts aux pays en difficulté économique et en surveillant les politiques économiques des pays membres, ceux qui vont accepter d'être membres. Elle a donc pour fonction la surveillance même économique, l'assistance financière et le renforcement des capacités. Donc, voilà les fonctions du FMI. La surveillance économique. Quand on parle d'assistance financière, c'est dire les endettés. Hein? Bon, oui, puisque quand on parle d'assistance financière, lorsque vous avez besoin d'argent, on va vous prêter de l'argent. C'est une assistance financière. Voilà. Et non, parce que le renforcement des capacités. Si vous me permettez, excusez-moi, parce que je dis ça parce qu'on a l'impression qu'en économie, dans les relations internationales, c'est-à-dire on utilise des mots enjolivés pour ne pas dire certaines choses comme il se doit. Je vous laisse poursuivre. Hein. Voilà, on va faire des devoirs. Voilà, après, si vous voulez, on va revenir. Ok, ça marche, qu'Allah nous soutienne. Ce n'est pas pour enjoliver, c'est une assistance financière. Si vous venez me voir et que vous avez besoin de 10 000, je vous prête les 10 000 et après vous me remettez. Je vous ai assisté financièrement. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas dit c'est cadeau. On n'a pas dit c'est une banque qui donne cadeau. On a dit une assistance financière. C'est-à-dire vous avez besoin d'argent, de la liquidité, vous venez me voir, moi je vous assiste, c'est un prêt, je vous donne et vous me remboursez après. C'est une assistance financière. Oui, donc on peut utiliser le mot prêt. Mais sans problème. Ce sont des prêts. D'accord, on s'est compris. Ne voyez pas assistance financière sur le côté gratuit ou bien le côté cadeau. Non, ce n'est pas le cas. Merci pour cette précision. Maintenant, la deuxième institution, qui est la Banque mondiale, a pour mission de réduire même la pauvreté et de soutenir le développement économique à long terme en finançant les projets de développement dans les pays en développement. Ces composantes
il y a 5 composantes, comme il a souligné. Il y a la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui est la BIRD. Il y a l'Association internationale de développement, qui est IDA. Il y a la Société financière internationale, qui est IFC. Il y a l'Agence multilatérale de garantie des investissements, qui est le MIGA, MIGA. Et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui est CIRDI. Donc voilà un peu ce qui est né de cette conférence de cette conférence de Bretton Woods. Et puis alors, avec les différentes choses. Merci d'avoir fait le tour d'horizon de toutes ces institutions qui sont nées à l'issue d'un contexte aussi chaotique qui était la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on va aborder la question effectivement des passes. Okay. Voilà. Comment est-ce que les passes sont venues? Surtout si on reste dans l'esprit que ces institutions-là étaient un outil, l'arme de la guerre afin qui se prolongeait. Comment le pass est né? Comment est-ce qu'on a arrivé à appliquer le pass au pays comme au pays du Sud de façon générale et plus très particulièrement au pays de l'Afrique subsaharienne? Alhamdulillah, donc comme vous l'avez si bien souligné, ici le capitalisme mondial a créé 3 instruments de domination et de contrôle de l'économie mondiale. Et justement, dans toujours l'objectif de contrôler l'économie mondiale, il fallait donc contrôler dans chaque pays comment est-ce que les programmes de développement étaient menés et comment est-ce que le développement économique également était orienté. Alors, particulièrement en Afrique ici, il se trouve que la crise économique en son temps, en 1989, a secoué le monde entier, a fait que l'Afrique particulièrement était plongée dans des difficultés économiques. C'est vrai que le monde entier était plongé dans des difficultés économiques, mais l'Afrique qui venait juste d'accéder aux indépendances était vraiment plus en difficulté. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre en place des réformes qui puissent permettre à l'Afrique de tenir. Ce sont les raisons qui ont été évoquées. Voilà. Donc, il fallait permettre à l'Afrique de tenir, non seulement lors de cette période de crise économique mondiale, mais également plus tard de relancer son économie. Alors, mais en réalité, qu'est-ce qu'il en était au fond? Au fond, c'était toujours avoir la même mise sur l'Afrique. Permettre à l'Afrique non seulement d'être toujours, comment on appelle, fournisseuse de matières premières à l'Europe, mais également, comment on appelle, dire à l'Afrique, vous n'avez pas besoin forcément de vous développer sur le plan industrialisé, des usines, voilà, non, des usines, vendez juste les matières premières, donnez-nous les matières premières, puis on vous nous on les fabrique, nous on les transforme et vous les consommez. Très simplement. Donc on nous a fabriqué en tant que des machines à consommer, à donner la matière première. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors donc, de ce point de vue, il fallait envoyer donc des programmes pour pouvoir permettre à l'Afrique d'appliquer son économie de cette façon-là. Alors, ces réformes sont arrivées, comme vous l'avez dit, sous l'appellation réforme d'ajustement structurel. Ces réformes ont évolué après pour donner SCAD, stratégie, des changements de des changements de vocables, mais dans le fond, c'était la même chose. Et après, aujourd'hui, on nous parle de PNDS, le Programme national pour le développement social et économique. Mais en réalité, dans le fond, c'est la même chose. C'est maintenir l'Afrique en tant que fournisseur ou encore fournisseuse de matières premières et consommateur. C'est tout. Alors, donc, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien peut-être qu'après, on va revenir sur les conséquences. Exactement. Voilà. Je vais voir si l'économiste aussi, il est du même bord avec vous, cette même analyse. Effectivement, le frère Diané a évoqué un tandem. L'Afrique transformée en fournisseuse de matières premières et en même temps en machine de consommation. Donc nous sommes des machines à consommer les produits finis que nous-mêmes nous fournissons aux pays qui ont intérêt de maintenir ce système-là sur nous. Quand je dis nous, y compris les pays comme le Burkina Faso. Est-ce que c'est cette même lecture-là que vous faites avec le frère Diané? Donc, alhamdulillah, moi je comprends le frère Diané, il est journaliste pur, beaucoup plus pur si je peux le dire. Mais voilà. Mais personnellement,
toute politique a des conséquences, que ce soit positif comme négatif. Oui, ça c'est vrai, mais souvent, quand c'est le négatif du pass, c'est ça qui... Maintenant, comme on va arriver aux conséquences, je pense qu'on va voir cela. Mais il faut dire que les passes aussi ont permis d'améliorer un certain nombre de choses ici dans le pays. On va parler, ça, voilà, donc on va en venir. Okay. Pour dire que le pass, quand je parle du pass pour les pays africains, je me rappelle un peu du plan Marshall pour les pays européens. Okay. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, qui ont participé à la guerre, mais qui n'ont pas été touchés par la guerre en tant que telle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élaboré un plan de reconstruction de l'Europe, qu'on appelait le plan Marshall, et qui a permis à l'Europe de pouvoir se rétablir un temps soit peu. Donc, les passes aussi vont venir chez nous en Afrique. Les passes, c'est quoi? Ce sont des programmes d'ajustement structurel qui sont des ensembles de réformes économiques imposées par... En fait, ça a été imposé. Nous sommes tous d'accord sur ce plan-là. Par le FMI et la Banque mondiale aux pays en développement en échange de prêts. On vous donne des réformes, on vous donne des conditions et pour pouvoir financer vos économies. Ces programmes visent à stabiliser l'économie, puisque c'est avec ça qu'ils sont venus. L'objectif, c'était de stabiliser l'économie des pays bénéficiaires et à promouvoir une croissance économique durable. Et les passes ont inclus généralement des mesures. Il y a eu 3 grandes mesures. Pour ne pas dire 3 grandes réformes. Il y a eu la réforme économique. Sur le plan économique, il y a eu 3 aspects. Le premier, c'est la libéralisation du commerce qui a conduit à la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires pour encourager le commerce international. Les pays avaient un certain nombre de restrictions qu'ils avaient imposées. C'est de revoir cela, à défaut de les enlever, mais c'est de diminuer, par exemple, les droits de douane, l'interdiction d'entrée de certains produits et autres. Et à la privatisation, donc la vente des entreprises publiques au privé, pour réduire même le rôle de l'État dans l'économie et encourager l'investissement privé. Puisque on se disait que c'est parce que ça appartient à l'État, ça appartient à tout le monde, que les gens ne prennent pas soin de ça. Exactement. Mais si on donnait ça à des privés, chacun, si c'est ta propriété, tu ne vas pas gérer les choses comme si c'était la chose publique. Troisième aspect à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la déréglementation. Tout ce qui est réduction des réglementations pour faciliter l'activité économique et attirer l'investissement même étranger. Maintenant, il y a les réformes fiscales. Au niveau des réformes fiscales, il y a 2 niveaux là-bas. Le premier, c'est la réduction des dépenses publiques. On a demandé aux États de diminuer les subventions et les dépenses publiques pour réduire même les déficits budgétaires. Parce que l'État subventionnait trop de choses. D'accord. Je veux que vous allez un peu vite. Après, vous allez dire comment ça se manifeste, les manifestations. Donc, il y a les réformes fiscales aussi. Au niveau des réformes fiscales, nous avons la simplification et la rationalisation des systèmes fiscaux pour augmenter les recettes de l'État. On se dit que en diminuant, en facilitant un certain nombre de choses, les gens seront beaucoup plus poussés à payer normalement les impôts. Et la troisième grande réforme qu'a suscité les passes, c'était les réformes sociales. Donc, au niveau des réformes sociales, il y a 2. Nous avons d'abord la réduction de tout ce qui est comme subvention, qui est suppression des subventions sur les produits de base pour réduire les dépenses publiques. Voilà. Et deuxièmement, les réformes du secteur de la santé et de l'éducation. Réduction des dépenses publiques dans ces secteurs-là, c'est-à-dire donner ces secteurs-là beaucoup plus au privé qu'à l'État pour que l'éducation et la santé soient de qualité. Voilà un peu en quoi on peut résumer tout ce qui est qu'on passe. D'accord. Alors, je ne sais pas si je vais vous dire de garder le micro, mais bon, on va revenir au Fred Diané. De façon très pratique, quelles ont été les manifestations des programmes d'ajustement structurel? Comment on peut dire, quand on dit passe, comment quelqu'un doit comprendre comment ça s'est passé exactement? Comment les populations ont ressenti cela dans leur quotidien? Alhamdulillah. Alors, pour répondre à cette question, il y a d'abord une base. La base, c'est quoi? C'est le fait que le système capitaliste mondial avait voulu que l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, soit alignée justement à eux. Et donc, ils voulaient aligner à leur système mondial économique et financier. Alors, ce qui se passe dans l'application, pour comprendre simplement, les passes, il a si bien souligné, les passes ont exigé
à un moment donné la libéralisation des activités économiques et des activités de commerce. Qu'est-ce que libéraliser, ça veut dire? La libéralisation, ça veut dire à un moment donné, l'État se désengage. L'État se désengage, ça devient propriété privée, comme on le disait la dernière fois. On donne ça des privés. Voilà, c'est à des privés qu'on donne. Okay. Les secteurs économiques, les secteurs du marché. Et également la privatisation des grandes entreprises. Ce que ça me permet dans ce que vous dites, excusez-moi, dites-moi, ça veut dire que l'État avait déjà conçu des entreprises, je ne sais pas, des structures qui fonctionnaient, mais on demande à l'État de remettre ces structures-là à des privés, c'est ça? À des privés. D'accord. Parce que tout un État, un État, des millions de personnes ne peuvent pas, mais c'est un individu qui peut. Voilà, vous voyez, le hic. Voilà. Et là, si vous voulez, on peut vous prendre des exemples, plus particulièrement au Burkina Faso où nous sommes. Savannah, BMB, BNDB, vous avez GMB, la GMB. Oui, les entreprises de coton, je crois. Tout ça, dans le secteur du coton. Fasofani, qui ont été privatisés et certains ont été liquidés. Bradés. Donc, vous voyez la dangerosité justement de la mise en œuvre de ces réformes. Et pire, en plus de privatiser les secteurs sociaux de base, la santé, on demande à l'État justement de s'en retirer carrément, de ne pas y investir. Il a si bien souligné, l'État devait réduire le budget d'investissement. Et je voudrais partir justement, n'est-ce pas, donc des objectifs fixés par les PAS eux-mêmes, les objectifs budgétaires. Dans les objectifs budgétaires, il y avait le fait de bloquer les salaires des fonctionnaires. Bloquer, ça veut dire simplement plafonner. Plafonner pour ne pas que les fonctionnaires puissent être payés jusqu'à un certain niveau. Sinon, l'économie ne pourra pas fonctionner correctement pour que certaines personnes s'enrichissent. Permettez-moi de dire. Je crois que le débat continue toujours parce que de plus en plus on dit au Burkina qu'il est au-delà des plafonds des traitements contre les fonctionnaires. Voilà. Donc un autre objectif était... les fonctionnaires se plaignent que le salaire, ça ne va pas. Mais écoutez, c'est pas bon de le dire souvent en public, mais le salaire, il est pratiquement misérable. Voilà. Mais alors un autre objectif, c'était quoi? C'était de bloquer les recrutements. C'était de dire à l'État, tu n'as pas à recruter beaucoup de gens. Le privé va s'en occuper. Mais pour des pays qui viennent d'accéder aux indépendances, juste le lendemain des indépendances, vous voulez que ces pays-là s'organisent comment? Avec des populations que vous-même vous avez considérées pauvres. Mais vous voulez que ces gens-là s'organisent comment? Pour que les privés puissent prendre en charge les secteurs sociaux de base, la santé, l'éducation et plus tard aujourd'hui, le logement, pour ne pas dire l'habitat. Mais regardez aujourd'hui comment on a bradé certains secteurs et comment aujourd'hui il y a la ruée sur le foncier. Et mais dites de vous à moi, qui sont ceux qui sont capables financièrement d'aller s'acquérir des terres? Quand on nous parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, mais qui sont ceux qui sont capables d'entreprendre? Mais pour entreprendre, même, il faut une terre. On peut entreprendre la partie de 0 francs. Ça c'est un rêve, d'autres disent que c'est utopique. Alors, dans les, comment on appelle, dans les objectifs, il y a le fait, comme on l'a dit, de réduire les investissements, mais également de réduire les subventions dans ces secteurs sociaux-là. L'agriculture, l'alimentaire, la santé, etc. Mais dites-moi, de vous à moi, mais à quelles conséquences vous voulez vous attendre? Ce n'est pas seulement qu'en Afrique. Le programme d'ajustement structurel sous d'autres cieux, appelés autrement, ont fait des ravages. Tout le monde a vu ici les gilets jaunes. Les gilets jaunes étaient composés de qui? Mais c'est la couche sociale qui est la classe ouvrière. C'est la classe exploitée, dont la force est exploitée pour enrichir justement la classe dominatrice qui est la classe impérialiste. Donc c'est pour dire simplement que, de mon point de vue, ces programmes-là n'avaient été mis en œuvre que pour permettre aux riches de continuer à être riches et aux pauvres d'être de plus en plus pauvres. La preuve est que le fossé entre les riches et les pauvres s'est davantage creusé. Les inégalités se sont davantage, sont devenues encore plus criardes. Et aujourd'hui, regardez un peu qui a accès, qui peut avoir accès à la santé, hein, comment on appelle, à l'éducation, au logement, etc. Donc c'est pour dire que ces programmes-là ont eu des conséquences assez fâcheuses dans nos pays. Et de ma lecture, en tout cas, il faut des réformes qui puissent, sinon une refondation qui puisse balayer ces réformes-là. D'accord.
Merci. Vous l'avez suivi, écoutez, le frère Diani qui a peint un tableau carrément noir sur la question des passes. Alors, vous me dites qu'effectivement, quand on parle de conséquences, c'est deux aspects. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les conséquences, si je peux le dire ainsi, les conséquences positives des passes, du programme d'ajustement structurel dans notre cadre, dans notre pays? Ok, donc alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Qu'Allah nous soutienne et nous guide sur le droit chemin. Amen. Voilà, donc mon frère, je le comprends, mon frère est beaucoup plus panafricaniste. Voilà, donc moi j'ai une lecture beaucoup plus économiste. Hein. Oui, voilà, mais votre économie, c'est l'économie capitaliste qui enseigne à l'université. Bon, si je peux vous lancer cette pique-là. Je ne vais pas aller dans ce débat. Voilà, donc moi je suis beaucoup plus économiste. Donc je vois un peu, j'essaie de mesurer les impacts. Effectivement, au niveau des conséquences, il y a les conséquences positives comme il y a les conséquences négatives. Oui, on a essayé de je souhaiterais que vous restiez sur les... Comme lui l'a assez parlé des négatifs, mais vous allez commencer peut-être sur les positives. Et puis après, les conséquences positives, nous en avons dénombré 3. D'accord. Il y a la stabilisation économique, l'augmentation des exportations et puis le renforcement des institutions. Nous en avons expliqué. Pour la stabilisation économique, les passes ont permis à certains pays, c'est pas tout, à certains pays de stabiliser leur économie en réduisant même les déficits budgétaires et en maîtrisant l'inflation. Nous avons le cas du Ghana, où les passes ont contribué à une croissance économique moyenne de 5% par an dans les années 90, grâce à des réformes telles que la libéralisation du commerce et la privatisation. Deuxième conséquence positive que nous avons déjà citée, qui est l'augmentation des exportations. La libéralisation des marchés a permis à certains pays d'augmenter leur exportation, notamment dans le secteur agricole et minier. Nous avons le cas de la Côte d'Ivoire, où les réformes ont stimulé les exportations de cacao, qui représentent une part importante dans l'économie nationale. Troisième conséquence positive, nous avons le renforcement des institutions même. Les passes ont encouragé la transparence, puisque le privé a maintenant un droit de regard, et la responsabilité de la gestion même des finances publiques, qui a contribué à renforcer les institutions économiques dans certains pays. Quand c'était l'État, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, mais maintenant, comme soit l'État est à moitié, ou soit l'État a une petite part, l'État cède au privé. Donc, ça fait que les autres sont beaucoup plus regardants dans tout ce qui est comme gestion financière des différents pays. Donc, ça a poussé beaucoup de pays à avoir un peu plus de transparence dans la gestion économique et financière. Maintenant, il y a la conséquence négative. Alors, comme lui l'a déjà parlé des conséquences négatives, on va vous solliciter parce que là, on est encore plus par le temps. En tout cas, moi, j'avais dénommé 6 conséquences négatives. Bon, très rapidement, sans peut-être rentrer dans les détails. Dans tous les cas, on va revenir sur... Inch'Allah. La première conséquence négative, c'est l'augmentation de la pauvreté. La réduction des subventions et des dépenses publiques a souvent aggravé même la pauvreté et en particulier pour la population vulnérable. D'accord. On prend le cas du Zimbabwe. J'ai essayé de chercher un peu les différents pays. Je n'ai pas cherché à me focaliser sur un pays. On prend par exemple le cas du Zimbabwe, où les passes ont entraîné une augmentation même de la pauvreté, avec un taux de pauvreté qui passe de 25% en 1991 à 63% en 2003. Alors c'est scandaleux. On peut aller très rapidement sur il y a la détérioration même des services publics. D'accord. Les coûts budgétaires dans les secteurs clés, tels que la santé et l'éducation, ont réduit l'accès même aux services de base. Nous avons le cas du Sénégal, où les dépenses publiques en santé ont diminué de 30% dans les années 80. Cela a entraîné une baisse même de la qualité des soins. Troisièmement, il y a le chômage et l'inégalité. La privatisation des entreprises publiques a souvent conduit à des licenciements massifs, puisque le privé qui vient, il veut rationaliser. Il se dit parfois que l'État en a trop pris dans les entreprises. Il y a un licenciement massif qui est là, donc le chômage et les inégalités vont augmenter. Nous prenons encore le cas de la Zambie, où la privatisation même des mines de cuivre a entraîné la perte de milliers d'emplois, affectant gravement la communauté locale. Nous avons le cas aussi d'une mine ici, dont je ne veux pas donner le nom, au nord, qui a été rachetée par, mais ça c'est récent, hein, qui a été racheté par un fils du pays, mais quand il est arrivé, il a divisé tous les salaires par 2. Ouais, bon, c'est pas simple.
Et quatrièmement, nous avons la perte même de la souveraineté économique. Je sais que mon frère, il est beaucoup plus regardant sur ce sujet. Là. Donc, effectivement, il y a eu la perte de la souveraineté économique. Les PAS ont été critiqués pour avoir imposé des politiques économiques, puisque c'est eux maintenant qui imposent des politiques économiques standardisées, souvent inadaptées même au contexte. Ils réfléchissent à leur niveau et vous envoient les politiques et vous les mettez en application sans forcément tenir compte, il va aller beaucoup plus rapidement, sans forcément tenir compte des réalités même qui sont là. Donc nous avons le cas par exemple dans les années 80 et 90 du Mali, qui a mis en œuvre des programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale, entraînant une perte même de la souveraineté économique. Les politiques économiques standardisées sont souvent inadaptées. La réduction des dépenses publiques au Mali là-bas a entraîné une baisse de 25% des dépenses de santé et de 20% des dépenses d'éducation entre 1990 et 1995. On va terminer parce que là on est carrément juste quelques secondes. Donc je vais vous demander de conclure en même temps. Je vais donner les derniers points puis conclure. Sans rentrer dans les détails s'il vous plaît. Il y a la concurrence même déloyale des produits locaux. Avec le dumping, avec l'ouverture et autres. Ces différents pays seront submergés des produits étrangers. Nous avons par exemple le cas du Nigeria où de nombreuses industries locales ont été contraintes de fermer leurs portes, par exemple les industries textiles et autres. Donc, dans le nombre d'emplois dans le secteur textile nigérien a chuté de 250 000 à moins de 25 000, a chuté de 250 000 à moins de 25 000, une réduction de 90%. D'accord. Donc ça veut dire que la production a été diminuée de 90%. Merci. Maintenant, pour conclure, vous allez m'excuser. En deux mots, s'il vous plaît, parce que chacun de vous doit avoir quelques... Il y a l'instabilité sociale qui est là. Je voulais terminer par ça. Les réformes ont parfois provoqué des mouvements, des protestations, des tensions et autres, des conditions. Donc nous avons le cas de la Zimbabwe en 98. Si vous oubliez de vous prendre la parole. Sur le droit chemin. Amin. Un mot pour conclure. Alors, rapidement, ce que moi je voudrais dire, si effectivement les PAS avaient pour objectif de maîtriser l'inflation, ça rate. Ça a raté parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on regarde le coût de la vie, on a besoin d'une refondation. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. C'était très chaud, mais je pense que ça valait vraiment le coup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Inch'Allah, à la prochaine pour une autre émission. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh.